Bienvenue pour ce débat. Je vais présenter nos invités si ils nous ont rejoints par Zoom. Bonjour Florence Burga. Malheureusement, parce que la SNCF a encore fait des siennes, sera par Zoom. Bienvenue à distance. Vous êtes philosophe et essayiste, directrice de recherche à l'École normale supérieure de Paris, autrice notamment de L'humanité carnivore, paru en 2017 chez Seuil, et de Les animaux ont-ils des droits, qui vient de sortir à la Documentation française. Jean-Marc Gansil, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes par Zoom de La Réunion, encore plus loin. Vous travaillez à la conservation des cétacés, baleines, dauphins, et vous êtes membre du conseil d'administration du parti d'Aymeric Caron, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque avec sa proposition de loi pour faire interdire la corrida en France, le parti C'est la révolution écologique pour le vivant, intégré aujourd'hui en France à la NUP mélenchonienne. Vous êtes également essayiste, auteur notamment de Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme, paru en 2020 chez Rue de l'Échiquier. Virginie Simoneau-Gilbert, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous, Virginie, vous réalisez en ce moment votre doctorat en philosophie, spécialisé en éthique animale à l'université d'Oxford, et vous écrivez, vous aussi. On va citer votre dernier ouvrage, Que veulent les véganes, la cause animale, de Platon au mouvement antispéciste, que vous avez coécrit avec Alexia Renard et paru l'an passé aux éditions Fides. Jérôme Dumarty, bonjour. Bonjour. Et vous êtes membre du comité Coalition Animaliste, donc bienvenue chez vous, puisque c'est vous qui nous recevez aujourd'hui. Président de Stop Gavage Suisse, vous luttez comme le roi Charles, d'une certaine manière, pour l'interdiction du foie gras en Suisse. C'est votre grand combat du moment. Végane, comme vous tous ici, de vous depuis 25 ans. Donc la viande, vous savez plus ce que c'est. J'ai complètement oublié ce que c'est. Ouais. Un vrai pionnier. Vous êtes physicien de formation. Et enfin, Marc Vuarin, bienvenue chez vous également. Bonjour. Puisque vous êtes vice-président et porte-parole de la coalition animaliste. Vous êtes aussi un politique, candidat au Conseil d'État genevois pour le parti Vert libéral et dans la vie, gestionnaire de fortune, tendance finance durable. On n'est pas un paradoxe près, mais peut-être que pas. On verra ça au cours de ce débat. Alors, tous véganes, ça je l'ai dit ici, mais comment ça nous prend, Florence Burga? Comment est-ce que ça vous a pris, vous, de devenir végane? Et c'est quoi pour vous essentiellement? C'est d'abord un régime alimentaire, c'est une éthique de vie ou bien c'est un combat politique? Alors, ça n'est certainement pas un régime alimentaire. De mon côté, enfin pour ma part, oui, c'est très ancien. Ce sont des événements personnels, voilà, qui m'ont amené un jour à m'interroger sur l'alimentation carnée qui était la mienne, donc jusqu'à il y a quand même 36 ans. Donc, vous voyez, j'ai un certain recul voilà, concernant ce choix. Et comme beaucoup de gens, je ne me posais pas de questions. Et il peut arriver qu'une conversation, des images, un événement, brusquement nous conduisent à nous interroger sur les raisons pour lesquelles, dans une société évoluée, qui n'est pas en temps de guerre, qui traverse voilà, une vitesse de croisière tout à fait normale, eh bien, tous les matins, on tue des animaux dans les abattoirs pour... je ne dirais même pas s'en nourrir, mais plutôt pour déguster leur chair, puisque nous savons aujourd'hui que nous pouvons nous nourrir autrement. Et Catherine a insisté sur le fait que les alternatives étaient aujourd'hui nombreuses. Et donc, bien évidemment, la question qui se pose est celle de savoir comment cela est possible. Alors, on peut se demander effectivement comment nous arrivons à accepter cela. Pourquoi est-ce possible? Et il semble important, une fois que l'on a pris connaissance de ce fait absolument monstrueux, de se dire que même si notre action individuelle n'a pas, bien évidemment, de cause, enfin d'effet, massif direct, adopter un tel régime a une portée pédagogique dans une société, fait exister cette idée. Et pour terminer, ne pas prendre trop de temps, je voudrais tout de même souligner d'entrée de jeu que depuis l'Antiquité, cette question s'est posée, c'est-à-dire que la légitimité de la violence à l'égard des animaux est aussi ancienne que sa critique. Alors on peut citer deux textes fondateurs de philosophes grecs. Le texte de Plutarque, du 1er siècle de notre ère,
est-il loisible de manger chair, qui est vraiment le texte fondateur que Rousseau citera longuement dans son traité sur l'éducation, et puis le texte de Porphyre, IVe siècle de notre ère, de l'abstinence, qui récapitule tous les arguments concernant la mise à mort des animaux. Donc, je crois qu'il est très important de dire que ces interrogations qui aujourd'hui, comme l'a souligné Catherine, prennent beaucoup d'ampleur et s'expriment sous le concept récent d'antispécisme, existent. Cette préoccupation, ce sentiment d'injustice existe, a été théorisé par les philosophes grecs et tout au long de l'histoire des idées. Et donc, elle a une très longue histoire, une très grande consistance aussi. C'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un côté phénomène de mode. C'est beaucoup dit chez vos détracteurs. Et le mot vegan fait presque plus peur que le mot abattoir. Hein, Jean-Marc Gansil, c'est impressionnant quand on dit vegan. On ne sait juste pas si la plupart des gens sortent pas un crucifix. Comment est-ce qu'on explique justement qu'il y ait une telle réaction contre le véganisme aujourd'hui? On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, se dire végétarien ou vegan on va dire, hérétique, parce qu'effectivement, toute la société est spéciste et basée sur une culture qui fonctionne sur l'exploitation extensive, intensive des animaux. Donc, à partir du moment où on la met en question, à partir du moment où on la critique, à partir du moment où on la combat, on va être jugé on va dire marginal, dangereux, curieux, et le plus souvent, on va renvoyer vers les personnes qui ne sont pas très au fait de ces questions ou qui pratiquent le spécisme par habitude, va susciter un sentiment d'inconfort et voire même de questionnement moral qui est difficile à imaginer de leur côté. C'est comme si on leur tendait un miroir un peu. Le fait simplement de se dire vegan ou végétarien suscite chez l'autre une réaction souvent virulente et qui l'amène à se justifier de sa pratique. Comme quoi, quelque part, il y a quand même un malaise diffus, présent un peu partout, et je pense que la plupart d'entre nous le constatent dès lors qu'ils sont avec des proches ou des connaissances et que ces sujets sont abordés, ce qui est très souvent le cas. Oui, votre avis sur la question, Virginie Simoneau-Gilbert, parce que même la religion, les interdits religieux sont mieux tolérés. Hein. Ça ne va pas sans débat, mais c'est vrai qu'on peut refuser de manger du cochon ou du porc parce qu'on est musulman, beaucoup moins parce qu'on est végane. Pourquoi ? Je pense que c'est aussi parce que les véganes vraiment mettent au défi aussi les personnes ou le public en fait dans leur plaisir profond et dans une forme aussi de tradition culinaire. Donc, on se sent attaqué dans le plaisir qu'on prend à manger des animaux sur une base quotidienne. Donc, ça nous met inconfortable. C'est aussi quand même une position qui s'appuie sur une réflexion philosophique poussée, rationnelle, sur les capacités des animaux. Et ça nous met inconfortable de constater, par exemple, que les animaux ont des capacités très similaires aux nôtres. Donc, il y a aussi toute une position en fait de l'homme au sein par exemple de la nature ou du cosmos qui est souvent remise en question par les véganes. Donc c'est vraiment une position souvent qui nous bouleverse fondamentalement dans nos croyances reçues par rapport à nous-mêmes. Comment c'est de vivre justement, parce que vous, Marc Vuarin, qui est dans le milieu de la finance, qui fait de la politique quand même plutôt à droite, vous êtes vraiment dans le milieu du mâle blanc qui mange de l'entrecôte, hein, comme dirait Sandrine Rousseau. C'est quoi les réactions que vous déclenchez tous les jours quand vous dites que vous êtes végane? Fort heureusement, le parti dans lequel je suis est quand même plus progressiste que ce que vous le pouvez croire. Mais c'est vrai que dans le milieu de la finance, c'est quelque chose qui est assez, je ne vais pas dire mal vu, mais qui est certainement ressenti parfois comme une attaque. Les critiques, je les vis au quotidien. Ceci dit, je les vivais pour d'autres raisons également, notamment ne serait-ce que parce que je suis engagé politiquement. Je pense que l'aspect le plus difficile lorsqu'on devient végane, et tout le monde le reconnaît et le sait, ce n'est pas le fait d'adapter son alimentation, ce n'est pas le fait de changer les produits que l'on va consommer, c'est l'aspect social principalement. Parce que, et ça a été un peu abordé, et je vais rebondir là-dessus, contrairement à la religion qui est vue presque comme quelque chose dont notre croyance est presque vue comme tributaire de notre héritage génétique. On est musulman, on est juif, enfin dans l'esprit collectif, alors même qu'on peut tout à fait choisir de se défaire de ses origines, en tout cas religieuses. Le véganisme, lui, est issu d'une réflexion personnelle. Et donc, il y a ce sentiment
d'une personne en face de soi qui a sciemment choisi de s'éloigner au final du milieu dans lequel elle évolue. Ce qui peut heurter, parce que fatalement on se demande mais pourquoi cette personne a-t-elle fait ce choix, et on le voit sur l'écologie, on le voit sur le véganisme, sur l'antispécisme. Ça remet en question beaucoup de choses personnelles lorsqu'on est confronté à une personne qui elle-même a fait ce choix. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix mais pas moi? Ça doit être quand même sacrément compliqué de vivre vegan, non, Jérôme Dumarty? Vous avez des amis, en dehors du militantisme, vous avez une vie sociale. Comment ça se passe? Comme le disait Marc, en fait, la difficulté, elle n'est pas du tout pratique, elle est vraiment sociale. Et effectivement, aujourd'hui, après 25 années de véganisme, la plupart de mes amis sont proches, disons, des idées antispécistes, ou véganes, ou végétariens, ou en tout cas relativement tolérants avec l'idée. Et dans le milieu professionnel, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Je suis quand même toujours soumis aux mêmes railleries qu'il y a 25 ans en arrière, aux mêmes 20 phrases typiques qu'on nous ressort tout le temps depuis des années et des années. Le fameux lion et la gazelle, la fameuse la nature de l'homme, etc., qui nous est resservie continuellement par des gens qui se croient toujours plus intelligents alors qu'ils font que répéter des phrases qui sont dites dans toute la société d'une manière généralisée, quoi. Mais, du coup, c'est souvent difficile dans des milieux hors, qui refusent de prendre en considération correctement la question, quoi. Et pour rester en santé, parce qu'on va la dégager cette question, mais malgré tout, elle obsède quand même tout le monde, hein. Marc Vuarron, c'est vrai que quand on vous voit comme ça, musclé à ce point-là, vous êtes une pub pour le véganisme. Mais comment est-ce que justement on assure son apport protéinique? Vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Les alternatives végétales existent très largement. À l'époque où je suis devenu vegan, d'ailleurs, et c'est intéressant, c'est peut-être paradoxal pour certains, je le suis devenu à une époque où justement je m'intéressais énormément au bodybuilding. J'avais même pour ambition de potentiellement faire de la compétition. Mais je ne pouvais pas réconcilier ma consommation de produits carnés à l'époque, qui était très élevé de par mon activité sportive, avec cette ambition. Raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser au sujet et j'ai fini par devenir vegan, plus ou moins du jour au lendemain. Les alternatives, on les trouve. Ça exige une certaine discipline au début, peut-être, ne serait-ce que pour comprendre comment s'alimenter. Mais une fois que les habitudes sont prises, c'est très, très facile à faire. On s'y habitue et puis ça fait maintenant 6 ans, j'ai aucun problème. Alors, il y a une chose, Florence Burga, c'est vrai, c'est que probablement dans la plupart des gens sont très sensibles à la cause animale, même ils délirent devant des images de petits agneaux sur les réseaux sociaux, à la télévision, et néanmoins, ça ne freine pas leurs mains quand ils sont au supermarché devant la baguette pour acheter un gigot d'agneau, par exemple. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ? Alors, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, on peut souligner, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, qu'on entend les mêmes stupidités et on peut s'en étonner. On peut se demander pourquoi, face à cette question animale, appelons-la comme ça, les gens soudain deviennent stupides. Et on se dit qu'on doit évidemment toucher en eux quelque chose d'extrêmement profond pour que, lorsque l'on aborde ces questions, ils semblent renoncer à réfléchir. Ce renoncement à la réflexion, je crois, explique en grande partie le fait que nous sommes face à ce que les psychologues appellent, la notion est maintenant bien connue, la dissonance cognitive, à savoir le fait de penser quelque chose et d'agir d'une manière qui va à l'encontre de cette position, de cette attitude. Alors, on l'a dit, on a en partie répondu. Sur le plan social, il faut reconnaître que ne pas manger du tout comme tout le monde, et c'est vrai qu'à cet égard, l'alimentation végétalienne isole plus sur le plan social que l'alimentation végétarienne, et que par conséquent, il faut admettre que ça sera un petit peu compliqué. Et en effet, ça n'est pas tellement sur le plan de l'alimentation que cela pose des problèmes. Donc, il y a ce premier élément. Est-ce qu'on est prêt à se rendre la vie sociale, amicale un peu compliquée, à renoncer même parfois à aller au restaurant avec certaines personnes parce qu'on sait qu'on ne pourra pas vraiment s'intégrer. Donc voilà, il y a le suivisme
je crois, qui est important. Le fait de penser différemment est coûteux aussi, là du point de vue de la prise de position, mais on l'a dit aussi, le fait de montrer qu'on a fait du chemin, un chemin que les autres n'ont pas fait, a une dimension culpabilisante et a l'air de dire, même si on ne le dit pas, bah, écoutez, vous n'avez pas usé de votre entendement pour réfléchir, cette belle maxime du XVIIIe siècle, ose te servir de ton propre entendement. Donc voilà, il y a cette deuxième dimension et je crois qu'il y a une troisième explication qui fait qu'au dernier moment, on se dit à quoi bon me priver de tel et tel aliment qui me fait plaisir, puisque mon action ne va rien changer. Finalement, j'arrive dans le supermarché, le mal est fait. Les animaux ont été tués, les produits sont là, transformés, plus rien ne dépasse, si on peut dire, plus rien ne nous rappelle l'horreur qui est derrière. Et donc, on se dit, bah, à quoi bon? De toute façon, c'est trop tard. Et voilà comment, je pense, chemin faisant, chacun peut se raconter une histoire et se dire que finalement, le sacrifice est bien important pour un résultat incertain. Jean-Marc Gansil, vous qui travaillez justement à la protection d'animaux qui a priori nous touchent, d'ailleurs qu'on préserve plus ou moins bien, les dauphins, les baleines, vous le vivez quand même, vous me racontiez que même les gens qui justement œuvrent à cette protection-là ne sont pas toujours très cohérents eux-mêmes. Non, effectivement, je suis toujours très stupéfait de constater que la plupart des biologistes marins, des scientifiques avec lesquels je travaille, qui sont sincèrement préoccupés de conservation, donc de protection de ces espèces, et qui ont très bien perçu, pour y travailler, que l'une des principales menaces qui pèsent sur ces espèces, c'est la pêche, eh bien, ils continuent malgré tout à manger les poissons qui, on va dire, sont, comme je le disais, la cause principale des captures accidentelles dont souffrent et meurent les cétacés. Donc là, il y a une espèce, comme le disait Florence, une espèce de dissonance cognitive, de déni, voire... je ne sais pas, je ne sais même plus comment le qualifier, en tout cas de paradoxe, d'incohérence majeure, incohérence qu'on voit aussi chez le grand public par rapport à ces animaux, comme je vous l'expliquais. Lorsqu'il y a par exemple un échouage, à La Réunion, on a quelques échouages par an, que ce soit des grands cétacés comme des baleines à bosse ou des plus petits animaux comme des dauphins, voire même en décembre dernier, un éléphant de mer. Bon, mais ça suscite toujours une émotion colossale dans la population qui se mobilise, qui veut aider, qui fustige ceux qui n'en font pas assez. Simultanément, 99% de ces personnes vont manger un steak après s'être émues ou ne vont absolument pas considérer la vie d'un éléphant de mer de la même façon qu'ils vont faire avec la vie qui a présidé à ce qu'il y a dans leur assiette. Donc, effectivement, même dans mon domaine, là où on devrait trouver des gens plus concernés et plus cohérents pour justement réduire les menaces qui pèsent sur ces animaux, eh bien, on assiste au même paradoxe. Mais Virginie Simoneau-Gilbert, est-ce qu'on ne projette pas aussi beaucoup, après tout, c'est ce que disent beaucoup d'anti-véganes, finalement les bêtes d'élevage, elles naissent pour être élevées et pour être abattues, et donc là aussi, est-ce qu'on n'est pas dans un anthropomorphisme quand on projette notre propre sensibilité sur ces animaux ? C'est une excellente question et c'est vrai que c'est vraiment une défense, disons, des personnes qui mangent de la viande et qui vont exploiter les animaux. Cela dit, un des constats fondamentaux du véganisme et des véganes, c'est que les animaux sont capables de souffrir, ils sont capables d'émotions positives ou négatives. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien établi depuis des siècles et donc qui ne relève pas de l'anthropomorphisme. On a étudié la sentience des animaux de toutes sortes de manières et c'est un constat qui est bien établi. Et donc, après, les véganes vont se servir de la réflexion morale et de l'éthique pour, disons, pour dégager certaines conclusions morales et notamment pour argumenter que les souffrances qu'on fait subir aux animaux ne sont pas justifiées. Donc, je pense que les constats de base du véganisme ne relèvent pas de l'anthropomorphisme et c'est souvent en fait une stratégie qui est utilisée pour nier certaines capacités aux animaux, certaines émotions, alors qu'on sait qu'à peu près toutes les capacités qu'on pensait humaines sont également, on peut les trouver dans le règne animal, par exemple la rationalité, le langage, le rire. Il y a potentiellement des formes de rire, par exemple chez les chiens ou encore les chimpanzés, et encore même aussi la moralité, l'empathie. Donc, il n'y a rien en fait
il n'y a rien qui relève de l'anthropomorphisme dans les constats de base du véganisme, et c'est souvent une stratégie employée pour nier certaines continuités évolutives entre nous et les autres animaux. Oui, Jean-Marc Gansil, justement, on a un côté très Marie-Antoinette vis-à-vis des animaux. Hein, on décide ce qu'on va choyer, ce qu'on va manger, etc. On a une attitude qui est en complet décalage, d'ailleurs, avec la morale qui est aujourd'hui admise, de dominant, etc. Et même à gauche, hein, comment ça se fait que, justement, les animaux échappent à cette morale qui touche les LGBT, qui touche plein d'autres communautés ? Ça, c'est cette longue tradition d'anthropocentrisme, effectivement, qui modèle notre société depuis très longtemps, depuis toujours, qui a été accentuée avec la période des Lumières, où cet humanisme a fait de l'homme le maître étalon de tout ce qu'on peut considérer avoir de la valeur, et puis qui a, on va dire, créé des hiérarchies entre ceux qui avaient effectivement une légitimité à faire des choses et d'autres qui n'avaient qu'à les servir ou à être exploités parce qu'ils avaient moins de valeur ou qu'ils étaient prétendument moins intelligents. Donc je crois qu'on subit aujourd'hui encore cette idée dominante que l'homme est l'aboutissement de l'évolution et qu'il est au-dessus et que sa morale, on va dire, s'impose à tous les autres êtres vivants de cette planète. C'est justement ce que l'idéologie antispéciste va essayer de renverser, ou en tout cas qu'elle s'emploie à faire changer. Et je pense que c'est indispensable parce que cette façon d'envisager le monde et de se sentir légitime à le soumettre est à la cause, à la racine de ce qui nous détruit aujourd'hui et est proprement suicidaire chez les humains. Est-ce que c'est d'ailleurs un courant de gauche, le véganisme? Alors là, vous êtes un contre-exemple, enfin vous êtes quand même droite-centre. Hein. Est-ce que c'est un courant qui est automatiquement porté par la gauche ou bien c'est quelque chose qui le dépasse largement, Marc Vuarin, puisque vous êtes concerné par la question? Bon, pour moi non, évidemment, je vous dirais. Tout comme j'estime que l'écologie ne devrait pas être portée par la gauche, je crois qu'il y a eu, à partir des années 80, 70-80, un vrai, pour moi en tout cas, les mouvements libéraux traditionnels, disons, se sont, à mon avis, fourvoyés en rentrant dans un système extrêmement corporatiste qui a fait que l'éthique et le sens profond du libéralisme, qui était justement de consacrer ces droits fondamentaux et de les garantir, s'est perdu au profit de systèmes qu'on voit aujourd'hui, qui sont en fait des systèmes de petits arrangements entre entreprises, États, etc. J'estime pour ma part que c'est profondément antilibéral et donc opposé à une philosophie que certains qualifieraient de droite, je qualifierais plutôt de centriste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis de droite estiment que l'éthique n'est plus du ressort de l'État, très souvent, et dans tout un tas de domaines. Pour moi, ce n'est absolument pas une vision que l'on peut défendre sur le long terme. L'État est profondément impliqué dans les questions éthiques. On interdit le meurtre pour garantir le droit à la vie. C'est une question éthique, au fond. On interdit le viol parce qu'on a un jugement éthique sur le viol. On pourrait également dire que le viol ne pose pas de problème éthique, mais je pense que peu de personnes dans cette salle rejoindraient cette conclusion. On a interdit le travail des enfants. C'est un positionnement éthique. À l'époque, les libéraux en Suisse s'y opposaient. Ils estimaient que la liberté de commerce devait primer. Donc, la question éthique ne peut pas être dissociée de la politique et je pense que c'est une erreur historique que commettent certains partis de droite que de penser qu'elles doivent être séparées. D'ailleurs, vous avez un formidable partenaire, hein, je citais le roi Charles d'Angleterre, une des personnes les plus riches du monde aujourd'hui, qui partage votre combat justement contre le foie gras. Jérôme Dumarty, ça aide Alors, que ça soit porté aussi par d'autres rangs que la gauche. Ça aide toujours qu'une personnalité de premier plan soutienne une cause, quelle que soit son orientation politique. Bon, pour le foie gras, c'est tant mieux que le roi Charles, qui sûrement a plein de fans, décide de bannir le foie gras des résidences royales. Mais sur l'aspect politique, je pense que l'antispécisme, c'est une réflexion qu'on pourrait dire progressiste, comme le racisme ou le sexisme, enfin l'antisexisme et l'antiracisme. Mais en même temps, on constate que à gauche aussi, il y a des gens qui sont très 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 réticents à empoigner la question comme une question de gauche même. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que légitimement, la gauche devrait, de même qu'elle porte l'antiracisme, devrait s'emparer de l'antispécisme. Et on constate tout à fait le contraire. Ils rejettent en bloc de la même manière que tous les autres partis, toutes les autres orientations politiques, la question, quoi. Pourquoi cela, Florence Burga, à votre avis? Pourquoi ce rejet, justement, y compris par la gauche?
Je ne pense pas être la mieux placée pour répondre à cela. Peut-être que Jean-Marc a une idée plus précise. On peut peut-être penser que les personnes qui s'inscrivent dans des traditions de contestation de la parole dominante sont plus ouvertes finalement à considérer les mouvements d'opposition, les revendications de minorités. Bon, les animaux ne sont pas une minorité, ils sont une majorité du point de vue de leur exploitation. Peut-être que c'est une disposition d'ouverture d'esprit qui les rend plus à l'écoute face à des positions plus peut-être dogmatiquement conservatrices. Encore que bien sûr, nous ne devons pas être trop caricaturaux et qu'il se trouve des personnes sensibles à la cause des animaux un peu partout. On a souvent posé la question de savoir pourquoi les protestants étaient plus ouverts à la réflexion sur la condition animale que les catholiques. Et au fond, personne n'a vraiment de réponse. Et l'hypothèse qu'on pourrait forger, c'est que peut-être les protestants sont des gens qui ont mis en question un certain nombre de dogmes et donc sont peut-être plus préparés à la mise en question de certaines habitudes millénaires, de croyances, de positions dogmatiques. Voilà ce que je pourrais répondre. Mais il est vrai que toute la gauche n'est pas comme un seul homme derrière la critique de l'anthropocentrisme. Loin s'en faut. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que c'est forcément revenir en arrière que justement d'adopter des régimes véganes? Est-ce que c'est se retrouver bientôt à l'âge de pierre, comme disent certains? C'est évidemment un argument, je pense, particulièrement ridicule. Hein, j'ose le mot, particulièrement ridicule. L'humanité a expérimenté toutes sortes de régimes, depuis l'opportunisme du paléolithique, où les hominidés mangeaient ce qu'ils trouvaient. N'oublions pas que dans l'histoire de la gastronomie figure, et je dis bien de la gastronomie, figurent aussi certaines formes de cannibalisme, de gourmandise, que les ethnologues ont bien identifié à côté d'autres formes de cannibalisme. Donc voilà, l'humanité a vraiment expérimenté toutes sortes de régimes, allant de la dégustation de son semblable au régime végétarien. Donc, au contraire, je crois qu'au moment où l'humanité peut se passer de ce qu'on appelle les ressources animales, elle est plus que jamais au pied du mur pour se poser un certain nombre de questions. Bien évidemment, il y a des siècles où dans les régions du Grand Nord où aucune plante ne peut pousser, la question du végétarisme ne pouvait pas se poser dans les termes dans lesquels nous la posons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons, et je dirais même nous allons être obligés de devoir libérer des terres qui sont dévolues à l'alimentation des animaux d'élevage pour y cultiver les protéines végétales dont nous allons avoir besoin dans notre alimentation. Donc, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, les situations évoluent, numériquement, la population humaine croît de manière exponentielle depuis quelques siècles, donc il faut trouver des solutions, et je ne vois vraiment pas en quoi il y a là un retour à la nature, bien au contraire. Et puis, c'est un formidable marché aussi. Si les pronostics qui nous ont été énoncés en introduction sont justes, Jean-Marc Gansil, l'économie a tout intérêt à s'engouffrer dans la brèche parce que c'est beaucoup de clients potentiels. Et d'ailleurs, on le voit dans tous les combats LGBT, à quel point, quand l'économie s'y met, ça pousse. Parce que voilà, Nike, etc., sont des formes. Enfin, ça leur permet de vendre des t-shirts. Et c'est en même temps, c'est comme ça que ça fait progresser Black Lives Matter ou la cause LGBT. Est-ce qu'il peut en être de même pour la cause végane? C'est un grand débat qui agite les mouvements animalistes. Est-ce que l'animalisme est foncièrement anticapitaliste ou est-ce que le capitalisme est un levier pour accélérer ce mouvement? On ne va pas le trancher ici, mais il est sûr qu'il y a une forme d'opportunisme chez de nombreuses entreprises ou chez certaines startups de la food tech, comme on dit, qui investissent le créneau évidemment du végétarisme ou du véganisme, du végétalisme, pour proposer des alternatives. Et ces alternatives jouent un rôle dans le fait de progressivement transitionner vers une alimentation plus végétale pour ceux qui veulent le tester ou qui ont quelques scrupules
à manger trop de viande, qui sont dans une démarche flexitarienne. Donc, sans conteste, il y a aujourd'hui un opportunisme commercial qui peut avoir un effet de levier sur les prises de conscience et qui peut faciliter le passage d'une économie, enfin d'une alimentation très carnée vers une alimentation à plus forte dose d'intrants végétaux. Voilà. Après, est-ce qu'on va fondamentalement changer la problématique auquel on est soumis avec ces solutions? Il y a encore beaucoup d'interrogations qui ont cours justement sur la possibilité on va dire par exemple, de massifier certaines de ces innovations, notamment tout ce qui touche à la viande de synthèse. Et puis, on voit que certains produits végétaux sont encore mal acceptés par certains. Les revers de Beyond Meat chez McDo récemment montrent que les choses ne sont pas si simples. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on a un intérêt, nous, on va dire antispécistes, animalistes, à montrer qu'on peut tout à fait manger sainement, avec beaucoup de plaisir, des produits bruts qu'on va chercher localement chez son maraîcher ou sur le marché local, et qu'il y a une extrême variété de choix qu'on peut opérer avec ce qu'on trouve très facilement autour de soi, et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des produits qui sont, on va dire, manufacturés par des industries ou des startups. Donc je pense qu'il y a une voie pour concilier écologie et animalisme. Je l'appelle de mes voeux même. Je ne pense pas que ça doit passer par absolument de l'innovation technologique et un capitalisme opportuniste. Virginie Simoneau-Gilbert, justement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à parler à l'homo economicus qui est en chacun de nous plutôt que de parler d'éthique? Ça fonctionne beaucoup mieux. C'est une excellente question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question, mais évidemment, il y a vraiment des questions fondamentales par rapport aux orientations stratégiques du véganisme qui sont soulevées par une telle question. Je crois que les deux stratégies peuvent quand même pas mal cohabiter. Donc, on peut parler évidemment de réflexion rationnelle et en même temps s'assurer que tous les produits véganes soient disponibles un peu partout. Ça se voit notamment en Angleterre où il y a différentes formes d'action véganes qui cohabitent. Donc, le libéralisme économique de l'Angleterre favorise évidemment la disponibilité des produits véganes dans les épiceries, mais également dans les écoles. Et en même temps, la discussion publique est très ouverte à des questions philosophiques fondamentales. Et évidemment, la recherche est très dynamique en éthique animale. Donc, toutes ces dimensions, évidemment, se nourrissent. Et donc, on peut faire les deux en même temps, en fait. Marc Vuarin, en Suisse, pays des startups, pays de justement du progrès technologique, ça en est où? Au pays des startups, je pense que c'est un peu une exagération. On aime bien se targuer d'être le pays le plus innovant au monde, mais les benchmarks sont parfois un peu biaisés. Ce que je constate, travaillant dans le domaine de la finance, c'est que la majorité de ces innovations aujourd'hui ont lieu dans deux pôles au niveau mondial, qui sont la Californie et Israël, qui sont des pays qui sont certainement beaucoup plus ouverts à ce genre d'innovation. Pour ma part, je suis convaincu, malheureusement, que nous n'arriverons pas à convaincre l'entièreté de la population à transitionner progressivement vers une alimentation très, voire totalement végétale dans les années qui viennent, et certainement pas avec un délai suffisamment court pour réussir à avoir un impact réellement positif. Je soutiens et je continuerai donc à soutenir ces entreprises qui, pour moi, ont besoin de pouvoir émerger pour fournir une alternative et économiquement devrait être largement concurrentielle face à la production traditionnelle puisqu'elle nécessite beaucoup moins d'intrants, ce qui devrait les rendre extrêmement compétitifs d'un point de vue prix. Alors, est-ce malheureux de devoir en arriver là? Peut-être. On peut avoir notre vision personnelle sur le capitalisme, sur l'économie de marché, mais pour moi, c'est justement cette économie de marché au service de l'éthique, au service partiellement de l'environnement qu'on peut aujourd'hui valoriser et qu'on devrait mettre en avant. Jérôme Duparty, est-ce que justement les partis politiques aujourd'hui en Suisse, puisqu'on est en Suisse, n'ont pas un retard, un train de retard justement, que ça de gauche ou de droite, parce qu'on a vu même dans le parti qui devrait être le plus porteur des idées véganes, comme le parti écologique à Genève, on a vu un débat autour de l'exemplarité des élus sur la viande, et puis un retour en arrière de la part de ce parti qui est assez stupéfiant. Enfin, je veux dire, étant donné les idées qu'il porte. Donc, est-ce que là, justement, il y a quelque chose qui n'est pas encore saisi par les partis politiques Alors, je voulais juste revenir sur les startups de fausses viandes. Voilà. En fait, généralement, ces startups sont quand même lancées par des militants de la cause animale. En fait, il faut bien se rappeler de ça. Eux, ils ont envie de faire changer les choses. Ils choisissent cette façon-là pour essayer de faire évoluer la situation
des consommateurs de viande, pour faire évoluer la situation, ils se servent du capitalisme, mais leur but initial, c'est quand même vraiment de faire changer les choses. Pour ce qui est des débats au sein des partis écologiques, en fait, on revient toujours à cette espèce de lutte entre les antispécistes et les écolos, qui est vieille depuis, en tout cas, que je suis antispéciste, où on n'a pas la même vision du monde. Si on prend... comment dire, si on prend l'exemple de la lutte pour la défense du loup, un antispéciste va dire il faut défendre les loups pour ce qu'ils sont, c'est des êtres sensibles, et un écolo va dire il faut défendre le loup parce qu'il fait partie de la nature et d'un ensemble qu'il faut défendre en lui-même, mais pas l'individu loup en lui-même, quoi. Et c'est cette différence de point de vue qui fait qu'on peut retrouver des gens très hostiles à l'antispécisme dans les milieux écolos et dans les partis écologiques. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair. Florence Burga, est-ce qu'on a le droit, encore éthiquement parlant, de vouloir manger de la viande aujourd'hui? Éthiquement parlant, non, bien sûr, dans la mesure où, si on songe par exemple à cette maxime morale très, très simple qu'énonce Rousseau, par exemple, je dois faire mon bien avec le moins de mal qu'il est possible à autrui. À partir du moment où on peut se nourrir sans tuer, on peut considérer que la mise à mort visant l'alimentation devrait répondre à une nécessité, c'est-à-dire à l'impossibilité de faire autrement. C'est-à-dire, si je ne tue pas pour me nourrir, c'est ma propre vie que je néglige. Donc là, on pourrait dire qu'on serait dans une situation de légitime défense qui fait que, de manière naturelle, on a une préférence pour notre propre vie plutôt que celle d'autrui, ce qu'on retrouve dans l'idée d'ailleurs de la légitime défense. Bon. Donc du point de vue éthique, la consommation de viande, mais on oublie d'ajouter de poissons et les laitages et les œufs qui relèvent tous en fait de la boucherie sans en avoir l'air, du point de vue éthique, deviennent très difficilement défendables, puisque, comme on l'a dit, si les animaux étaient des choses, cela ne poserait pas de problème, mais plus personne aujourd'hui ne peut adhérer à cette thèse qui apparaissait déjà comme incroyable à l'époque où elle a été formulée. Mais nous savons que les animaux ont le désir de poursuivre leur vie, des représentations, des vies affectives, émotionnelles, enfin tout ce que nous savons d'ailleurs depuis des siècles et dont nous avons aujourd'hui, on peut dire, des sortes de confirmations par différentes sciences. Donc du point de vue éthique, comment défendre la boucherie, la pêche, je crois qu'il n'y a pas d'argument. Ce sera les mots de conclusion parce que je crois qu'il est temps de donner la parole au public. Vous avez posé une question qui était intéressante, c'est concernant la dissonance cognitive, du fait que la personne a une sensibilité pour les animaux, mais mange comme de la viande. Je vais juste peut-être apporter un petit point qui n'a pas forcément été discuté. Il y a aussi beaucoup qui est fait pour que le consommateur oublie que la viande qu'il achète provienne d'un animal. C'est-à-dire, quand vous allez dans un étalage, la viande est rose par conservateur. Normalement, elle n'est pas aussi rose que ça. Voilà. Il y a très peu de sang. On évite de vous montrer ce qui pourrait ressembler à un cadavre. C'est-à-dire, quand vous achetez du poisson, à moins que vous allez en boucherie, le poisson il sera effileté. Voilà. Il y a cette image qu'on veut éviter, de vous rappeler que la chose que vous mangez était vivante. Aussi, on a un système en Suisse, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres pays. En Suisse, la publicité pour la viande est subventionnée. Et enfin, les taxes TVA sont à 2,5% pour la viande, contrairement au taux normal qui est à 7,7%. Parce qu'on a cette idée que la viande est une denrée de base que toute la population devrait pouvoir manger. Du coup, on a aussi tout un système qui normalise au maximum et autant qu'il le peut ce type de consommation-là, et ça s'explique par de la culture, de l'histoire, etc. Mais vous, du coup, quand on dit à qui la faute, est-ce que c'est directement toujours pour vous la faute du consommateur qui devrait faire cette introspection, ou est-ce que ça va aussi plus loin ? Je pense que c'est quand même un mélange des deux, c'est-à-dire que oui, les consommateurs évoluent dans une idéologie dominante, qui est l'idéologie carniste, selon laquelle il est normal, naturel et nécessaire de manger de la viande. Donc évidemment,
il y a une grande influence de cette idéologie sur le consommateur, mais en même temps, chaque consommateur est capable aussi de réflexion rationnelle et de se défaire de ses propres biais, de ses propres idées reçues. Et on le fait très souvent pour d'autres domaines de notre vie. Par exemple, la religion a été mentionnée. Et donc, je pense que les consommateurs sont capables de réflexion rationnelle. Et le véganisme, c'est également un discours qui existe de plus en plus dans l'espace public. Donc, les consommateurs sont de plus en plus exposés à cette idéologie. Et donc, ont aussi les outils pour aller explorer ce que la philosophie offre. Comme comment on rétablit ce lien? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas il y a deux, trois générations, voilà, beaucoup de gens avaient fréquemment sous les yeux à la ferme des lapins, des cochons qui couinaient quand on les égorgeait. Ça ne les empêchait pas de manger de la viande, mais ça avait une matérialité. Aujourd'hui, aucun enfant ne voit la relation entre le steak qu'il a dans son hamburger et la vache qui pèse dans le pré. Et donc, comment est-ce qu'on rétablit ce lien, notamment pour les jeunes générations qui sont complètement déconnectées de la réalité de la vie animale? Je ne pense pas qu'il y a une réponse toute faite à cette question, mais souvent ça peut se faire via des documentaires sur les animaux, où donc les enfants se rendent compte que les animaux ont une personnalité, ont des capacités. Aussi les enfants sont entourés de représentations d'animaux avec une personnalité et ils comprennent assez intuitivement que... Oui, mais ils ne voient pas la relation. Ils voient effectivement, ils sont très touchés par le petit mouton dans leur livre, et tout leur imaginaire est construit par ça, mais ils ne voient pas la relation entre ça et justement la viande qu'ils vont manger sous une forme plus ou moins extrêmement transformée. Si je peux rebondir là-dessus, il y a différentes études qui avaient démontré que les enfants qui grandissaient avec des animaux avaient plus souvent tendance à devenir véganes ou végétariens. Donc le lien, le fait de pouvoir se mettre à la place de l'animal parce qu'on a été en contact toute notre vie, clairement aide. Et je pense que l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'évidemment, étant donné qu'on grandit en grande partie dans des villes, qu'on n'a pas forcément tous le temps ou l'espace pour avoir des animaux de compagnie, on finit par ne jamais vraiment être confronté à ça, parce qu'en plus, on ne les voit pas non plus à la ferme. Il y a peut-être des programmes à mettre en place dans les écoles, de visites d'exploitation. Et oui, après, c'est aussi une question de savoir si on veut encourager les gens à côtoyer des animaux dès le plus jeune âge. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais peut-être que quelqu'un d'autre les a. Mais je vois que Jérôme voulait rajouter quelque chose. Non, mais en fait, je pense que la question n'est pas juste est-ce que les gens mangent de la viande parce qu'ils sont déconnectés des animaux. La vraie raison pour laquelle les gens mangent de la viande, c'est parce que dans leur entourage immédiat, tout le monde mange de la viande et que c'est la norme imposée. C'est vraiment la preuve sociale. C'est le biais de psychologie sociale. Et je pense que la plupart des gens savent que c'est des animaux qu'on tue, qui se trouvent dans les barquettes. Hein. Et en fait, c'est parce que tout le monde mange de la viande autour d'eux que les gens mangent de la viande autour d'eux. Et c'est très difficile, individuellement, de faire la démarche de s'opposer à ça. Et il faut vraiment que la norme change pour que les gens osent changer, osent questionner la chose. C'est en tout cas mon avis. Je l'ai expérimenté d'une manière un peu... par hasard, lors d'une manifestation contre la corrida organisée par PETA il y a très longtemps à Pamplona. Ils avaient fait venir des bus depuis toute l'Europe de gens qui voulaient militer contre la corrida, qui n'étaient pas du tout végés ou véganes du tout. PETA nous a accueillis, ils nous ont offert de la nourriture végane avec un speech sur le fait qu'il fallait manger végane, que c'était bien, etc. Et à ce moment-là, tout le monde était dans cet environnement où il était bien d'être végane. Et tous les gens à qui on pouvait poser la question « Et toi, t'es végane ?» Et ben en fait, ils répondaient « Ah, je suis pas encore végane, mais je vais le devenir. » Ils étaient tous OK de devenir végane d'un instant à l'autre parce que leur environnement immédiat, leur environnement social à ce moment-là, c'était d'être végane. Enfin, végane ou anti-spé, enfin voilà. Et du coup, je pense que vraiment, c'est la force de la preuve sociale, c'est la force de la norme, en fait, qui peut faire changer les choses. Enfin, c'est mon opinion. Question pour Jean-Marc. Là où tu vis en ce moment, est-ce que, tu parlais de tes collègues, que tu es toujours assez perplexe de voir que même si on défend les animaux, qu'on essaye de les protéger, certaines les mangent encore, mais est-ce qu'au niveau médiatique ou au niveau politique, là où tu vis en ce moment, on parle de spécisme, on parle des droits des animaux, comment ça se passe à ce niveau-là, là-bas? Alors non, malheureusement, les territoires ultramarins sont en France en retard sur ces sujets-là. Il y a encore une culture carniste qui est très ancrée. Il n'y a quasiment pas d'alternatives, très peu de restaurants
entièrement vegan ou seulement végétarien. Il y a éventuellement un plat ici ou là, mais c'est vraiment très peu répandu. Donc il y a un très gros travail à faire pour acculturer la population. Je m'étais exercé un article dans un quotidien local sur ce sujet-là, et j'avais reçu quasiment des menaces de mort derrière, parce que c'était un outrage incroyable que de prétendre qu'il fallait renoncer au rougail saucisse ici chez nous. Donc c'est assez effrayant. Néanmoins, quand vous parlez à des gens avec des arguments rationnels, sans les agresser, en explicitant vos choix, en montrant également à quel risque on s'expose en continuant à faire comme si de rien n'était, on touche malgré tout l'intelligence de chacun, parce que je suis persuadé que chacun est digne de réfléchir et a capacité de réfléchir. Et effectivement, dès lors qu'on entreprend un dialogue respectueux et qu'on apporte des arguments, et en ce qui nous concerne, j'ai peut-être un peu le tort de penser qu'ils sont tous valides et comme le disait Florence, tous les arguments aujourd'hui plaident en la faveur au moins éthique et je dirais aussi écologique en faveur de l'abandon du carnisme. Eh bien, on fait cheminer des personnes. Et je pense que plus ça va, plus malgré tout cette petite musique est entendue. Bonjour, merci. Je voulais vous poser la question, on a beaucoup parlé d'alimentation et on n'a pas parlé par exemple de l'expérimentation animale. Moi je sais que je n'ai pas de problème à dire à quelqu'un mange pas de viande, mais ça va être plus compliqué de dire ne va pas te faire soigner. Si tu es malade, ne prends pas de médicaments qui ont été testés sur les animaux. Alors ma question c'est un petit peu comment est-ce qu'on peut appliquer les raisonnements éthiques qu'on a eus pour tout ce qui concerne l'alimentation, mais à l'expérimentation animale. Et puis aussi au niveau individuel, c'est beaucoup plus difficile d'agir que sur l'alimentation, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de prendre un médicament qui n'a pas été testé sur les animaux. Ou voilà, quel est votre avis là-dessus? Peut-être pour le politicien. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux aspects à la question. La première, c'est au niveau institutionnel, la question de l'expérimentation animale. Et la deuxième, c'est au niveau individuel, quand nous nous rendons à l'hôpital, au niveau du traitement qu'on va recevoir, par exemple. Ça. Bon, je vais commencer par l'aspect individuel. La réponse a partiellement été donnée tout à l'heure par Florence Burgat quand elle parlait de la question de légitime défense qu'on peut appliquer par analogie au traitement que l'on va recevoir à l'hôpital. Il y a là une question de survie. Il devient difficile de dire non, je ne vais pas prendre un médicament qui va sauver ma vie parce qu'il a été testé sur un animal à un moment. Malheureusement, dans la pesée d'intérêt, notre intérêt va primer de la même manière que lorsque quelqu'un essaie de vous attaquer dans la rue, pas que ça arrive très fréquemment, fort heureusement, et que vous deviez vous défendre. Maintenant, pour la question institutionnelle, c'est évident qu'il faut là qu'on ait des politiques beaucoup plus volontaristes. Aujourd'hui, on a des programmes en Suisse qui existent, qui sont malheureusement bien trop lacunaires. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le financement de la recherche pour les alternatives. Je crois que le rapport est de 35 fois, si je ne me trompe pas, de tête, entre le financement de la recherche traditionnelle et de la recherche sur les méthodes alternatives, pour qu'elles puissent émerger, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que les modèles animaux sont extrêmement défaillants en termes de reproductibilité des résultats sur les êtres humains. C'est extrêmement limité, ce qui nous pousse sans doute à la fois tester des traitements sur des êtres humains qui ont eu peut-être des résultats probants chez des rats, mais qui au final auront des résultats désastreux chez l'humain, et également à abandonner des traitements qui ont eu des résultats désastreux chez des rats, mais qui auraient pu avoir des résultats probants chez l'humain. C'est donc, je pense, non seulement éthiquement nécessaire, mais également d'un point de vue médical, absolument indispensable aujourd'hui de commencer à financer bien plus largement la recherche sur les méthodes alternatives, parce qu'elles seront a priori meilleures que les méthodes extrêmement suboptimales que l'on utilise aujourd'hui. Pour rebondir sur l'histoire de la TVA et de la publicité subventionnée, on sait qu'en Suisse, on a un lobby agricole qui est hyper important. C'est un pourcentage assez élevé du Parlement. On a vu les mobilisations importantes aussi contre l'initiative contre l'élevage intensif, mais aussi contre les pesticides. Et finalement, est-ce que c'est possible en Suisse, qui plus est, de défendre les animaux sans se retrouver contre le monde agricole et contre la paysannerie en général ? Disons que les paysans ont tout intérêt, le monde agricole a tout intérêt à évoluer vers une alimentation, un food system plus végétal, quoi, pour avoir des meilleures conditions de vie, de conditions de travail. Abandonner l'animal comme nourriture, ce serait vraiment bénéfique pour eux aussi, quoi. Mais aujourd'hui, la structure de l'agriculture, disons qu'il y a englobe à la fois les distributeurs, les abattoirs et les producteurs que sont les agriculteurs.
Et du coup, les agriculteurs se retrouvent pris dans le message véhiculé par les distributeurs et les détenteurs d'abattoirs, qui sont les distributeurs. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sont opposés, par exemple, à l'initiative contre l'élevage intensif, alors que ça aurait été tout bénéfice pour eux de l'accepter. Virginie, et puis Marc. Et puis... J'aimerais aussi souligner qu'il y a des formes en fait, de militantisme vegan dans d'autres pays qui sont assez intéressantes justement pour permettre la transition vers l'agriculture végétale. Il y a notamment le programme Transformation de Mercy for Animals aux États-Unis. Il y a également Refarmed, qui est une initiative au Royaume-Uni. Et c'est en fait des militants qui ont mis sur pied ces initiatives pour accompagner les éleveurs qui souhaitent se tourner vers l'agriculture végétale. Et donc souvent qui ont déjà les installations dans leur ferme. Et donc, il y a aussi des formes de militantisme vegan qui sont compatibles avec une collaboration avec les éleveurs. Et il y a aussi certaines startups, notamment Oatly, qui soutient ce genre d'initiative, donc qui va soutenir les éleveurs qui souhaitent se tourner vers la production d'avoine. Donc, ce sont des initiatives véganes qui présupposent une collaboration avec le monde de l'élevage. Je voulais en fait en grande partie dire plus ou moins la même chose, même si je suis sûr que M. Dujardy aura une bien meilleure vue du système tout à l'heure, donc il pourra partager. Je pense que l'une des choses qui peut-être fait défaut, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment cette scission entre le monde agricole et le monde urbain aujourd'hui, avec une incompréhension qui est partiellement réelle parce qu'il y a une méconnaissance du milieu et du système, mais également, et il faut le dire, une situation pour les agriculteurs qui est de plus en plus difficile depuis des décennies. Ce n'est pas un hasard si c'est une des professions avec le plus haut taux de suicide aujourd'hui, c'est vraiment qu'on les a mis dans une situation où on leur a demandé de devenir entrepreneurs, ce qui déjà en soi est une charge extrêmement lourde, en parallèle d'un métier qui est extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller autant vers l'autre. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire sur le l'élevage intensif, peut-être pas suffisamment bien, même si je maintiens que 30 et quelques %, c'est déjà ça, mais sans doute que d'autres mesures qui vont encore plus les accompagner seraient souhaitables. Et on voit aujourd'hui que la Confédération commence à dire qu'elle va augmenter les subventions pour la production de protéines végétales. Peut-être que c'est par ce moyen-là. Je ne suis pas forcément fan de ce genre de système, mais au moins on avance dans la bonne direction et j'ai envie de dire toutes les mesures sont bonnes à prendre à ce stade. Et il y a peut-être un sentiment de compréhension qui se met en place dans ce cadre-là. Mais je suis sûr qu'il pourra mieux en parler que moi tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses que je trouve passionnantes à discuter aujourd'hui. Notamment quand on dit la problématique de ces réactions individuelles qui sont très importantes et puis de mettre ça dans un programme plus collectif et de voir ça à une échelle un peu plus large, notamment dans le cadre du combat pour le climat où c'est vrai que ça doit absolument entrer et je pense que c'est un moyen de tirer, moi je fais partie d'Ensemble à gauche, mais je pense de tirer la gauche, notamment sur ces terrains de véganisme et de respect des animaux, parce que ça fait partie d'une urgence climatique d'intervenir sur cette question-là. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours avec une conviction profonde et une déconstruction personnelle que le programme se fait, mais je pense que petit à petit, c'est une entrée et c'est une entrée urgente. On ne peut pas se permettre d'attendre que tout le monde soit convaincu au plus profond de lui-même que les animaux doivent être respectés et sont sensibles. On doit prendre des mesures rapidement pour diminuer l'élevage intensif qui détruit la planète en ce moment. Et je pense qu'il faut aussi, après, réfléchir, quand on passe un régime vegan, à la culture, la monoculture végétale qui peut aussi continuer à détruire notre planète. Donc il faut intégrer toutes ces questions qui me semblent très importantes. Quant aux questions que vous posiez sur la gauche, puisque j'en fais partie, contrairement à M. Voirin, je vous dirais que tout l'antiracisme, l'antisexisme et peut-être l'antispécisme sont des remises en question. Et les partis de gauche sont des personnes qui font partie de cette société, qui ne sont pas forcément totalement déconstruits et qui n'ont pas forcément envie de se déconstruire. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les débats qui animent les partis de gauche, notamment sur des questions de sexisme à l'intérieur de leur rang.
on ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain. Mais je pense que c'est très important. C'est vrai que la gauche portant un message de changement et de transformation est plus favorable à cette question-là. Mais à l'intérieur, il y a des discussions à avoir, il y a des conflits, et c'est très sain parce qu'il faut réfléchir à toutes ces questions. Vous parliez avant d'étalons qu'était l'homme. Moi, je dis que c'est même le masculinisme qui est lié à la consommation de la viande aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui a été dit sur les barbecues, c'est pas faux. Aujourd'hui, il y a cette image. On n'a jamais mangé autant de viande qu'on en mange aujourd'hui. Et ça, c'est aussi quelque chose à rappeler quand on nous évoque la tradition. Traditionnellement, au Moyen-Âge, on ne mangeait pas de la viande comme on en mange aujourd'hui. Grâce à quoi, Monsieur Voirin? Notamment à l'industrie et aux profits qui sont immenses dans ce secteur. Aux subventions, qui sont de l'économie planifiée. Oui, non, c'est juste rapidement, je rebondis sur ce que disait Madame. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense que l'entrée écolo est très importante aujourd'hui parce qu'elle fédère davantage et qu'on a là également tous les arguments en notre faveur. Je dirais même qu'au-delà de la lutte contre l'élevage intensif, c'est aussi d'une certaine façon le questionnement sur l'élevage extensif que permet cette question autour du climat, puisque l'élevage extensif est plus émetteur de gaz à effet de serre, on va dire plus dispendieux en espace, plus polluant et également, on va dire, plus émetteur globalement. Et donc, en posant cette question-là, on peut aborder la question sans s'enfermer sur la question de l'intensif, mais en parlant de l'exploitation au sens large et de l'élevage au sens large, comme l'ont fait certains documentaires récemment avec un certain succès. Et je pense que l'entrée climat, même si elle embarrasse la gauche, elle embarrasse les écolos, elle permet de mettre un peu les pieds dans le plat et peut-être d'avancer, parce qu'on a avec l'abolition de l'élevage, ou en tout cas la réduction de la consommation de vaches, la réduction des cheptels, des leviers qui sont efficaces le plus rapidement, comparativement à la sortie du système thermo-industriel qui est encore plus complexe et carrément illusoire. Donc je pense que c'est une entrée majeure et qu'il faut creuser, et c'est d'ailleurs celle que le parti auquel j'appartiens, sur lequel insiste énormément ce parti, la Rêve. Merci. Dernière question. Toute petite dernière question, vu que Jean-Marc et Florence, après, ne seront plus avec nous en visio. On a beaucoup entendu parler quand même d'animaux en France ces derniers temps. On en parlera plus tard avec Hélène Touy. Mais par rapport à ce qui se passe au niveau de la corrida, notamment, est-ce que vous avez une réaction de comment vous observez la situation actuelle sur ce sujet en France? Écoutez, moi, je suis extrêmement déçu, évidemment, de la façon dont les choses se sont passées, ce déni de démocratie, toutes ces obstructions qui ont été faites pour que le débat ne puisse aller à son terme. On avait une chance incroyable d'avoir porté dans l'hémicycle une proposition qui avait des chances d'aboutir cette fois-ci. C'est encore raté en raison de l'attitude déplorable d'une frange des députés qui est assez massive malgré tout. On constate que les arguments en faveur de la corrida ont fleuri, alors même que 80% de la population française, on va dire, s'y oppose. Donc on voit aussi là qu'il y a une déconnexion entre certaines élites et la population, et c'est des choses qui montrent qu'on a des démocraties bien malades et qu'il va falloir changer tout ça. Je ne peux souscrire qu'à ce que vient de dire Jean-Marc. C'est navrant, c'est désolant, c'est écœurant. Voilà, d'empêcher des discussions par des centaines d'amendements que je n'ai pas vus, mais dont j'imagine qu'une partie est tout à fait grotesque. C'est terrible. Alors on se dit, si on ne peut rien faire contre la corrida, qu'est-ce que ce sera concernant le reste? Voilà. Alors qu'en effet, comme Jean-Marc le rappelait, la population est massivement opposée aux corridas. Florence Burga, vous avez parlé dans votre toute dernière réponse, justement, vous avez fait un lien entre la boucherie et le lait, comme on est en Suisse. Là. On va le ramener, parce que la Suisse, évidemment, les produits laitiers, c'est essentiel. Quel lien pensiez-vous entre la boucherie et le lait? Écoutez, c'est assez contre-intuitif, évidemment, parce que quand on voit les produits laitiers, un yaourt, enfin, on n'a pas l'impression, a priori, de participer à la boucherie en mangeant un yaourt, d'abord parce que le lait est blanc. Mais en fait,
lorsqu'on s'informe et qu'on lit la manière dont la zootechnie elle-même, qui n'est pas le marketing et qui donc nomme les choses de manière très directe, eh bien, la zootechnie nomme les veaux, les chevreaux, les agneaux, des sous-produits du lait. Pourquoi ? Parce que les femelles sont inséminées pour attendre des petits, dont l'unique venue au monde est de provoquer la montée de lait. Et une fois que ces petits sont nés, ils sont, alors pour les chevreaux, je le tiens de quelqu'un de la filière, ils sont vendus 1 € après la prise du colostrum, la première tétée. Les veaux partent souvent dans ce qu'on appelle des ateliers d'engraissement vers l'Italie ou l'Espagne. Et ces animaux sont donc vendus à la boucherie en très très bas âge. La femelle, une fois qu'elle donne un peu moins de lait, est réinséminée. Donc, si vous voulez, le lait, c'est au fond ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire c'est la double peine. Vous avez des femelles donc, qui passent leur vie à attendre des petits, qui leur sont enlevés pour être tués, soit immédiatement, soit quelques semaines ou mois plus tard, pour produire du lait, et ainsi de suite. Donc, le lait est une espèce de double boucherie, et on conçoit que les gens aient du mal à entendre ça, parce que du lait, il y en a partout, du beurre, enfin, toute la pâtisserie, la boulangerie, les fromages, les laitages, enfin, constituent une part très, très, très appétante de l'alimentation. Et donc, je pense que c'est ce qui explique aussi l'agressivité que suscite celui ou celle qui a fait l'effort de retirer de son alimentation tous les produits qui sont issus donc de cette boucherie plus ou moins directe. Je pense qu'on en veut toujours aux gens qui ont fait preuve d'une espèce de volonté, enfin je ne veux pas parler d'abnégation, il ne faut pas non plus donner à notre façon de manger un héroïsme qui évidemment serait tout à fait déplacé. Mais ça représente un effort, et donc je pense que afficher, même si on est discret, cette prise de position a quelque chose de terrifiant pour des gens qui se disent « mais mon Dieu, il faudrait que je renonce à tout ça ». Et c'est terrible quand on est très informé de découvrir que la quasi-totalité des produits que nous utilisons, pour ne pas parler de la laine, etc., sont issus sur des souffrances animales absolument épouvantables. Voilà, mais ça n'est pas la faute des gens qui essaient de sortir un peu de cette exploitation, ça n'est pas leur faute. Ils essaient simplement d'être cohérents avec eux-mêmes et de chercher une autre voie, c'est tout. Merci à tous nos intervenants. Donc voilà, maintenant ça va être le débat suivant. On va rendre la parole